Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur! Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Lorraine Enragée, c'est votre doc Louis Egoïne Delarge au micro. Je fais cette petite pastille aujourd'hui pour revenir sur la polémique qui en ce moment fait rage, notamment aux États-Unis, autour du film Mignonne. Film que nous avions déjà évoqué dans le premier numéro des Orpailleurs avec mon ami Charles Martial, que je salue. Alors quel est l'objet de cette polémique exactement? Le film est un film qui est sorti en France, donc c'est un film de Maïmouna Doucouré qui est sorti en France, là, à l'heure où j'enregistre, on est fin septembre 2020. Il est sorti au début du mois et il se trouve qu'il avait reçu quelques prix à quelques festivals. Et Netflix rachète les droits de ce film et décide de le distribuer sur sa plateforme. Ils choisissent une communication, disons, hasardeuse. Je vais immédiatement vous trouver le résumé qui a été proposé par Netflix. Mais déjà sur l'affiche, le visuel était un visuel comme toujours avec Netflix, un visuel assez, disons, putassier. En tout cas, on voyait... l'affiche était déjà pas la même que l'affiche française, primo, et secondo, elle ne donnait pas, me semble-t-il, elle ne rendait pas hommage au film, à ce qu'était réellement le film. Alors voilà comment Netflix, le Netflix américain, résume le film. Donc je fais une traduction en direct. Ami 11 ans est fasciné par un groupe de twerk dans son école. Elle espère se rejoindre ce groupe et elle part dans l'exploration de sa féminité en défiant les traditions familiales. Donc voilà comment Netflix vend le film. Donc, levée de bouclier aux États-Unis, forcément, ça fait scandale. Et alors, derrière ça, il y a une bande-annonce. Donc l'affiche, déjà, n'est pas la même. L'affiche américaine n'est pas la même que l'affiche française. Et derrière ça, il y a une bande-annonce Netflix qui, exactement de la même manière, met en exergue certaines scènes du film en les décontextualisant et de manière assez malhonnête. Si on peut dire. Alors j'avais écrit un article il y a une semaine à peu près pour dire ce que j'en pensais, donc je vais vous faire une lecture de cet article. Je vais dicter cet article parce que ça me paraît important de montrer pourquoi quelque chose qui peut être une polémique et qui peut apparaître comme un scandale dans un pays qui culturellement n'est pas encore totalement semblable au nôtre, pourquoi il ne faut pas que ça passe et il ne faut pas laisser passer ça, et pourquoi cette polémique est très représentative de la façon dont aujourd'hui l'art, les œuvres d'art sont pris en otage par les puritains et les moralistes. Donc je commence la lecture de mon article. Je pense ne pas me tromper en affirmant que la plupart des gens qui le critiquent n'ont pas vu le film. J'avais écrit ça à l'époque, entre-temps il se trouve que j'ai vu pas mal de critiques américaines qui avaient vu le film et qui n'en démordaient pas. Bon, je poursuis ma lecture. Si on revient au point de départ de l'affaire, elle éclate avec l'affiche et la bande-annonce que choisit Netflix pour le promouvoir. Notons qu'avant cela, le film est primé à Sundance et au Festival de Berlin sans que ça n'émeuve personne. Le problème ne vient donc pas de l'œuvre en soi, mais de la façon que Netflix a de réduire l'art au rang de divertissement, avec des résumés de 2 phrases absconses, plus révélatrices de la twitterisation des médias, avec leur nombre de caractères limités, que réellement du contenu du film proposé. C'est ce qu'on a vu avec le résumé. L'époque fait disparaître le verbe au profit de l'image, comme le font les nouveaux réseaux sociaux,
Instagram, Snapchat et TikTok, et c'est précisément ce que le film met en exergue. Fort de ce constat, il apparaît probant que la polémique prend en fait racine dans le décalage culturel entre la France et les États-Unis sur la façon de consommer du cinéma. D'un côté le divertissement, le spectaculaire, le popcorn, Disney et les Avengers. De l'autre, la politique des auteurs instaurée depuis la Nouvelle Vague, l'expérimentation visuelle et narrative, une façon parfois plus sociale d'aborder certains thèmes, et un cinéma à l'européenne qui prend plus le temps d'installer son sujet. Et il se trouve que ce sont les conservateurs US qui sortent les flingues rhétoriques, en se comportant précisément comme les progressistes qu'ils critiquent à longueur de journée. On parle de procès, des hashtags fleuris demandant l'interdiction du film, tout ça au nom de la morale. Une nouvelle inquisition émerge. A noter que la dite inquisition n'a pas eu un mot contre par exemple les séries Sex Education ou Unpregnant diffusées sur la même plateforme et qui traitent les questions de l'homosexualité et de l'avortement d'une façon bien plus putassière que le gentil Mignonne, parce qu'en fait tout le problème est là. Ce film est une œuvre choc parce que sans concession, mais également sans complaisance. Contrairement à ce qu'ont cru tous ces détracteurs égarés par le résumé Netflix, le film ne raconte pas l'histoire d'une fille de 11 ans qui va se libérer de l'obscurantisme religieux par le twerk, au contraire. On y revient dans quelques instants, le temps de régler une ou deux questions capitales. Les spectateurs peu assidus aux salles d'art et essai semblent découvrir que le cinéma français produit des films parfois ambigus, notamment sur la question de la sexualisation des mineurs. Mais ce genre de film existe depuis des décennies. On peut citer La Petite de Louis Malle, qui adapte l'histoire de Lolita dans le contexte des bordels de Louisiane du début des années 1900, avec tout de même, excusez du peu, un full frontal nudity, comme on dit, de Brooke Shields à 12 ans, avec sa toute jeune poitrine, pas encore éclose. On peut aussi penser à certains films de Bertrand Blier, comme Beau-Père, qui évoque la question de l'inceste, ou encore Préparez vos mouchoirs, qui met en scène une relation pédophile, ayant ceci de particulier que c'est le garçon qui est l'enfant, et la dame qui est adulte. Enfin, comment passer sous silence Série Noire, le chef-d'œuvre d'Alain Corneau, où Patrick Devers se consume d'amour pour une Marie Trintignant enfant et pré-chirurgie, avec là encore un full frontal nudity sur son jeune corps de 16 ans. Parmi les arguments avancés par les détracteurs, j'en ai noté deux. Primo, le ratio de pouces rouges bien supérieur au nombre de pouces bleus laissés sous la bande-annonce américaine de la chaîne YouTube de Netflix. Une bande-annonce donc pas du tout représentative de ce qu'est réellement le film. Pouces rouges laissés pour la plupart avant la diffusion du film aux US, donc par des gens qui n'avaient pas vu le film, ce qui confirme l'idée que je nourris depuis longtemps, et bien d'autres grands esprits avant moi, que la démocratie c'est de la merde. Et deuxièmement, le principal argument des anti-mignonnes, c'est que oui, peut-être, en effet, que les intentions de la réalisatrice n'étaient pas de faire un film qui soit un plaidoyer en faveur de la pédophilie. Mais tout de même, si un pédophile voit ce film, vous comprenez, il pourrait avoir une érection. À cela, je réponds d'une part que la pédophilie étant un type de désir qui relève de l'exception, on ne va pas commencer à calquer toute l'imagerie collective dessus, parce que dans ce cas, il faudrait, je ne sais pas moi, interdire la pochette de l'album Nevermind de Nirvana, sous prétexte qu'on y voit le sexe d'un bébé, et que ça pourrait faire bander les pédos. À ce compte-là, on interdit purement et simplement la représentation des enfants dans l'art. Et d'autre part, que le désir pédophile me semble moins criminalisable que son passage à l'acte. J'en profite pour caler une micro-parenthèse sur le retrait à la vente par Amazon des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Je ne suis pas père de famille, mais je ne crois pas me tromper en disant que si je l'étais, je préférerais sans doute me dire que les prédateurs sexuels peuvent se procurer des poupées, qui sont concrètement des morceaux de plastique, sur lesquels s'astiquer plutôt que de le faire sur ma fille. Parenthèse refermée. Entrons à présent dans le vif du sujet, le dur de dur, déflorons si j'ose dire. Oui, les filles découvrent très jeunes leur pouvoir de séduction, et oui, elles sont rapidement tentées d'en tester les limites. D'autant plus avec les réseaux sociaux qui leur permettent de constater que potentiellement, toute une planète d'hommes est prête à ramper à leurs pieds dans l'espoir d'apercevoir un bout de culotte. D'où l'apparition de phénomènes comme les camgirls qui font leur business sur OnlyFans. Sur les réseaux sociaux classiques comme Facebook, il n'est pas rare d'en voir certaines assumer être des TDS pour travailleuses du sexe, qui devient une minorité à protéger comme une autre. Pour ne citer que deux exemples parmi les plus notoires ces dernières années, le troll en jupon Belle Delphine, qui a donné ses lettres de noblesse à Laegao Face, et qui puise plus généralement son esthétique dans l'univers fantastique japonais avec ses tenues d'écolière, et l'e-girl Bianca Devins, qui s'était faite égorger l'année dernière par un incel, qu'elle avait un peu trop fait tourner en bourrique comme elle le faisait avec plusieurs centaines d'autres en leur vendant des nudes depuis ses 12 ans.
Le film de Doucouré n'est donc ni plus ni moins qu'une représentation, fort édulcorée, d'une réalité à laquelle sont confrontées des millions de jeunes filles chaque jour à travers le monde. Et il porte justement un regard critique sur cette politique du like comme seul et unique moyen de reconnaissance sociale, cachant en réalité une perte de repères et un vide que les préados ne savent plus comment combler. La réalisatrice a réalisé des dizaines d'entretiens pour préparer son film pendant 1 an et demi avec un travail quasi documentaire pour retranscrire au mieux les failles de la génération actuelle. Pour ce qui est des scènes de danse lascive, autre critique qui revient régulièrement, de tout temps, les jeunes filles ont reproduit les danses à la mode. Je me souviens au collège en cours de sport de mes petites camarades apprenant par cœur les chorégraphies de la première édition de la Starac. Tout ça ne nous rajeunit guère. Si la mode actuelle est au twerk, le film n'y peut rien. On ne fera pas disparaître la température en cassant le thermomètre. À présent, intéressons-nous au contenu du film. Qui voit-on au juste? Outre les scènes décontextualisées qui ont circulé sur la toile. Déjà, on y voit le quotidien d'enfants de classes défavorisées livrés à elles-mêmes, donc de jeunes filles, dans un monde où les pères sont totalement absents. Petit clin d'œil à notre ami Sylvain Durin. On les voit gérer la vie de famille à la place de leur mère, absente également ou trop harassées par leur travail. On les voit enfin essayer d'exister socialement, se tisser des amitiés aussi solides qu'elles peuvent l'être pour des enfants de 11 ans, et chercher un moyen de se démarquer pour exister au sein d'un groupe. C'est là que la danse intervient. Une danse somme toute maladroite. Les filles jouent aux grandes, mais elles sont vite dépassées par la situation. En témoigne cette scène, où après avoir dragué avec Gouaille un groupe de garçons à base de « Hey, t'as pas un petit 06, 07, 01 ?» L'une des protagonistes gonfle une capote trouvée par terre comme un ballon, ignorant à quoi l'objet pouvait bien servir. Toujours l'enfance les rattrape, toujours une certaine forme d'innocence les auréole, même dans les scènes dites scabreuses. Elles sont aussi crédibles dans leur rôle de baby dolls que ne le serait un groupe de gamines qui joueraient à se marier en se coiffant d'une thé d'oreiller. D'ailleurs, parlons-en de cette hypersexualisation. Contrairement au résumé, pour le moins lacunaire proposé par Netflix, il n'est à aucun moment question que la danse serve à notre héroïne de moyen de s'épanouir ou de mener une sorte de révolution féministe en s'opposant au carcan familial. Au contraire, le film la montre clairement en train de s'égarer dans cette voie. Petit à petit, sa réputation à l'école se dégrade, elle perd ses amis et elle finit même par planter un compas dans la main d'un de ses camarades de classe qui l'a charrié sur un nude posté par vengeance sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, à la fin du film se dirige vers un retour à l'enfance, une enfance apaisée, authentique et saine. Le film ne verse en aucun cas dans le cynisme et porte constamment un regard tendre sur ses personnages. Conclusion. Je me souviens d'une époque, il y a 15 ans, où était sorti un autre film cher à mon cœur de cinéphile, intitulé La Passion du Christ. À l'époque, pas mal de critiques s'étaient élevées contre ce film et, outre les accusations d'antisémitisme, il lui avait été reproché de faire montre d'une surenchère de violence gratuite. Le réalisateur Mel Gibson n'avait pas manqué de faire remarquer qu'en même temps que le sien, un autre film était à l'affiche. Un film de Quentin Tarantino intitulé Kill Bill, qui lui donnait ouvertement dans la surenchère de violence gratuite, contrairement au métrage de Gibson, où la violence était tout sauf gratuite. Et c'était peut-être justement ce qui la rendait plus choc, là où Tarantino s'en servait quasiment comme d'un ressort comique. Le même phénomène me paraît avoir lieu avec Mignonne. Nous sommes en permanence abreuvés d'images ultra sexualisantes de filles toujours plus jeunes. Pour une fois qu'un film a un vrai propos sur le sujet, il déclenche la polémique et on lui fait le procès d'égrener les scènes hypersexualisantes d'enfants de façon gratuite. Il suffit de le regarder pour s'apercevoir que ce n'est pas le cas. La première scène de twerk, à proprement dit, apparaît à la moitié du film. Il faut attendre la moitié du film pour voir la première scène de twerk. Cette polémique me semble très révélatrice de l'époque dans laquelle nous vivons, où le manque de culture s'additionne à une négation de la complexité de l'âme humaine. On refuse le traitement de la question du mal dans l'art, quasiment comme on refuse l'éventualité de la mort dans la récente épidémie de Covid-19, à grand renfort de masques dont le port devient obligatoire partout, tout le temps. On muselle les gueules comme on muselle les œuvres. Pour mieux cacher la détresse de l'époque, tout ce qui n'est pas feel good est refusé en bloc, ce qui amène à la négation du réel. De grâce, ne tombons pas dans l'inquisition moralisante et puritaine, et prenons les œuvres pour ce qu'elles sont, des créations humaines avec leurs failles et habitées par l'âme de leur auteur. Sans ça, demain, en fait d'art, il ne nous restera que des produits, et en fait d'auteur, des robots.